Le Canada, le deuxième plus grand pays du monde, compte presque 10 millions de kilomètres carrés. Pourtant, l'homme n'habite qu'un tiers de ce territoire. Peu d'hommes peuvent vivre sur les îles de l'Arctique, qui touchent presque le pôle Nord, ou sur les montagnes inhospitalières de l'ouest du pays. L'on peut s'imaginer le Canada comme un éparpillement d'îles fertiles et habitables sur un océan de terre inhospitalière. Ces îles nourrissent le pays, et sur ces îles vivent la plupart des 22 millions d'habitants du Canada. Il y a 100 ans, plus de 80% des Canadiens vivaient à la campagne. Au début des années 70, ce chiffre était passé à moins de 25%, dont seulement 6% gagnant leur vie comme fermiers. Et l'immigration rurale se poursuit. Aujourd'hui, plus du tiers de la population vit dans les 3 plus grandes villes du pays: Montréal, Toronto et Vancouver. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette situation, mais la distribution changeante des conditions d'emploi au Canada est sans doute la raison principale. De moins en moins de produits viennent de la terre, alors que de plus en plus viennent des villes, où sont surtout situées les industries de services. Les conséquences sont claires. D'une part, les régions métropolitaines à croissance rapide, qui sont difficiles et coûteuses à administrer. Et d'autre part, les régions rurales, vidées de leur population et de leur mode de subsistance, et qui ne sont donc plus viables socialement. Des terres agricoles de grande valeur sont menacées. Ces mêmes caractéristiques, qui en faisaient autrefois de bonnes terres de culture, favorisent maintenant une croissance urbaine, rapide et aisée. On a reconnu depuis un certain temps les problèmes très difficiles à résoudre d'une urbanisation indocile. Un facteur qui gêne le contrôle efficace de la croissance et l'utilisation des terrains est la tradition nord-américaine relative à la propriété. Le propriétaire a le droit de faire presque ce qu'il veut avec son terrain, souvent sans égard aux conséquences publiques. Un autre problème, c'est qu'au Canada, il y a différents niveaux de gouvernement qui se partagent les responsabilités quant à la croissance urbaine et à l'utilisation du terrain. Les priorités de ces divers niveaux administratifs ne coïncident pas toujours. En dépit de ces difficultés, on a pris diverses initiatives. En Colombie-Britannique, la province canadienne la plus à l'ouest, la terre agricole fait prime. Les bonnes fermes ne représentent qu'1% de la superficie totale de la province. La plupart des terres de culture sont à peu de distance des centres de population et sont par conséquent la cible de l'expansion urbaine. Face à l'augmentation de la demande mondiale de nourriture, la perte de terres agricoles de prime ne pourra pas être tolérée indéfiniment. En 1973, la province a établi le Bureau des terres de la Colombie-Britannique, dont la première tâche est de préserver les terres de culture pour des fins agricoles. Le bureau utilise l'inventaire des terres du Canada comme guide pour son programme de zones protégées appelé « Réserve des terres agricoles ». L'inventaire est un relevé de la capacité des terres dans les régions habitées et dans les régions adjacentes. Des photographies aériennes et des explorations de reconnaissance sur Terre ont donné des cartes qui indiquent le potentiel du terrain quant à la sylviculture, la vie sauvage, la récréation et surtout quant à l'agriculture. Ces renseignements sont obtenus facilement et diversement. L'établissement des zones de protection se fonde sur ces renseignements. Le développement non agricole est restreint dans ces zones.
de même que toute autre utilisation qui pourrait diminuer le potentiel de production de ces terres. À plus de 2000 milles à l'est se trouve Toronto, le centre géographique d'une des plus grandes et des plus actives régions urbaines en Amérique du Nord. Le territoire s'étend le long de la rive nord du lac Ontario, mais les taux de croissance varient beaucoup dans les différentes parties de cette vaste région. Surtout dans le secteur est, la population a augmenté plus rapidement que l'embauche et les services urbains. Le taux de chômage n'était pas en proportion avec le potentiel de croissance. Divers niveaux de gouvernement ont essayé de s'occuper de ces problèmes. En 1970, un rapport intitulé « Projet de développement pour la région torontoise » a reconnu le fait que la région allait continuer de se développer rapidement. Le rapport a recommandé des modifications quant à la direction de cette croissance, afin de créer une meilleure disposition entre le logement et l'embauche. Le concept d'une structure urbaine le long de la rive nord du lac Ontario a été défini d'après les propositions suivantes. D'abord, 2 plans de communauté séparés par une zone de verdure s'étendant de l'ouest à l'est depuis Hamilton jusqu'à Oshawa. Deuxièmement, la simulation de la croissance vers l'est et conjointement la restriction du développement vers l'ouest et juste au nord de la ville. Troisièmement, l'établissement d'une vaste bordure au nord de la ville qui serait surtout utilisée à des fins agricoles. Un aspect intéressant de ce concept est la zone de verdure qui servira de diverses façons. Elle servira à séparer géographiquement les régions résidentielles et contribuera à promouvoir un plus grand sentiment communautaire. La zone offrira aussi divers sites de récréation. Et elle fournira un corridor pour les divers services, eau, énergie et transport. Des critiques soulignent que le ministère du Logement de l'Ontario continue d'encourager la construction de nouvelles maisons à l'ouest de Toronto. Le besoin immédiat dans le domaine du logement est en conflit avec les projections régionales. Il s'agit d'une situation où la province a à remplacer un objectif par un autre. La ville de Red Deer, en Alberta, a sa propre façon de contrôler la croissance. Depuis 1957, Red Deer a utilisé un système de banque de terres publiques. La ville achète des terrains et les gère. Plus tard, ces terrains peuvent être vendus pour la construction de maisons ou pour d'autres projets que la ville approuve. Red Deer, bien que toujours une petite ville, est 3 fois plus grande qu'il y a 20 ans. Depuis 1955, alors que sa population était de 10 000 habitants, Red Deer a beaucoup profité du système de banque de terres publiques. Voici M. Condy, le directeur du bureau de planification de Red Deer, qui mentionne quelques-uns des avantages du système. Il dit que la ville a eu l'occasion de développer une bonne atmosphère communautaire. Écoles, sites de récréation et parcs naturels ont pu être fournis. Un des principaux avantages pour les citoyens a été celui de pouvoir acheter un terrain dans la ville au prix fixé par la Banque des terrains, et non à des prix élevés fixés par le secteur privé. Le bureau de planification de Red Deer administre le programme de la Banque des terrains. Le bureau est responsable de la planification d'un territoire qui compte à peu près 36 000 km². Le programme de la Banque des terrains est autosuffisant, ni subvention, ni profit. Les terrains sont vendus à des prix qui permettent au programme de couvrir ses frais. M. Condy ajoute qu'en ce qui concerne la croissance d'une municipalité, un programme de banque des terrains aide beaucoup la planification économique. Il est possible de développer un plan d'ensemble pour les égouts, l'approvisionnement en eau, le transport.
Si le bureau de planification a acheté assez de terrain dès le départ, il pourra élaborer des plans directeurs et s'assurer que les terrains seront utilisés le plus efficacement possible. Puisque l'expansion fortuite d'une municipalité est la cause de la plupart de ces problèmes, les avantages de ce programme sont plus qu'évidents. Cette banque des terrains n'a pas à se limiter aux régions urbaines. Plusieurs provinces ont lancé des programmes pour venir en aide aux fermiers, non seulement parce que cette migration intensifie la croissance des villes, mais parce qu'elle représente une perte importante de la main-d'œuvre agricole. Des programmes de banque des terrains ruraux, comme celui de la province de la Saskatchewan, ont pour but de renverser cette situation. Wayne Hammond est un fermier en Saskatchewan. Après avoir fait divers métiers pendant 16 ans dans la ville, il a décidé tout dernièrement de profiter des nouveaux avantages offerts aux fermiers. I decided with my brother and I to work together. We've been doing this for about 3 years now. And just recently, a third brother of ours came working with us as well. Il y a un vieil adage qui dit que le fermier vit pauvre et meurt riche. Ceci est dû en partie au fait que la valeur de son principal bien, la terre, ne peut être pleinement appréciée qu'en le vendant. La vie du fermier chargé d'une lourde hypothèque peut être difficile. Quelques échecs peuvent mener à la banqueroute. Et pour ceux dont les fermes sont trop petites pour être exploitées efficacement, le coût élevé de la terre ne leur permet pas d'agrandir. C'est alors que le gouvernement de la Saskatchewan a décidé d'offrir une alternative aux fermiers qui avaient à passer leur vie à payer leurs terres. En 1972, le nouveau bureau de la Banque des terres de la Saskatchewan, riche de 100 millions de dollars, s'est mis à acheter toute terre que les fermiers de la province avaient à vendre. La terre est ensuite louée à des familles qui doivent payer un loyer équivalent à peu près au paiement d'un achat à long terme. Wayne Hammond s'est engagé il y a à peu près 3 ans. Auparavant, il louait sa terre d'un fermier. Ce dernier a décidé de vendre et la Banque des terres est devenue le propriétaire. Puis Wayne Hammond a fait une demande pour louer du gouvernement cette même terre. Sa demande a été acceptée. Il ne pouvait pas se permettre d'acheter la ferme, mais en payant un loyer annuel, il peut maintenant poursuivre ses travaux agricoles. Après 5 ans, les locataires ont l'option d'acheter la terre qu'ils occupent. Jusqu'à maintenant, la demande pour ces terres du gouvernement a été beaucoup plus grande que la possibilité d'approvisionnement. Bien que plusieurs de ces nouveaux fermiers soient des novices dans ce domaine, la plupart réussissent bien. On examine évidemment très soigneusement toutes les candidatures. La réussite dépend aussi de l'énergie et de l'enthousiasme des jeunes fermiers eux-mêmes, dont l'âge moyen est de moins de 35 ans. De plus, le bureau a 14 conseillers à plein temps dont le travail consiste à aider le fermier moderne à faire face aux divers problèmes qui l'assaillent. Le résultat est une sorte de renaissance agricole qui contribue à ralentir le mouvement vers les grandes villes. La préservation des terres en Colombie-Britannique, le programme de la région torontoise, les programmes de banque des terrains urbains et ruraux en Alberta et en Saskatchewan sont tous, quant à leur origine et leur objectif, de nature régionale ou locale. Mais des programmes nationaux doivent s'occuper du mouvement des gens entre les régions.
Pendant plusieurs années, les habitants des provinces maritimes sont venus s'établir dans les grandes villes au centre du pays. Il n'est pas facile de mettre fin à ce mouvement, sans violer le droit de tout Canadien de déménager comme il l'entend, partout à l'intérieur du pays. Mais de nos jours, ce mouvement est en train de changer, surtout grâce au travail du ministère régional de l'expansion économique du gouvernement fédéral. Par tout le Canada, des régions qui autrefois souffraient de dépeuplement profitent maintenant de programmes qui visent à améliorer quantitativement et qualitativement l'embauche locale. Ainsi, un projet à Terre-Neuve contribue à l'expansion des industries forestières. On achète de nouvelles terres forestières, on améliore les opérations de l'industrie et on construit de nouvelles routes. Au Nouveau-Brunswick, on est en train de construire de nouvelles routes pour faciliter le mouvement des gens et des produits entre les régions de Saint-Jean et Moncton. La Nouvelle-Écosse aussi a de nombreux projets, dont le développement d'un gigantesque système d'approvisionnement en eau. Le gouvernement fédéral n'impose pas ses programmes aux provinces. Le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral travaillent en étroite coopération. Il y a un accord général commun pour le développement. Les détails de ces programmes et la répartition des frais sont explicités dans des accords auxiliaires. Même dans la riche province de l'Ontario, il y a des régions qui peuvent profiter de ce genre d'aide. Cornwall, à l'est de la province, est une de ces régions. Vers la fin des années 60, le taux d'embauche à Cornwall était au-dessus de la moyenne. Puis en 1969, une importante usine a fermé ses portes, causant la mise à pied de presque 1000 travailleurs. M. Lumley, l'ancien maire de Cornwall, résume ce qui est ensuite arrivé. Pendant cette période, d'autres industries ont fermé leurs portes. Les jeunes gens ont quitté la ville et il y avait de moins en moins d'emplois pour ceux qui sont restés. Les citoyens ont profité de moins de facilités en raison des revenus moins élevés de la ville. Enfin, le ministère régional de l'expansion économique a fait une étude de la région. En février 1974, le ministère régional de l'expansion économique et le gouvernement provincial ont annoncé que Cornwall serait la première ville à recevoir une somme de 16 millions de dollars grâce au programme de développement général. Cette somme allait permettre à la ville de diversifier son développement industriel, de développer le tourisme et d'améliorer ses facilités dans le but d'attirer des investissements de l'extérieur. À peine 18 mois plus tard, le taux de chômage était passé de 20% à 6,4%, juste un peu au-dessus de la moyenne nationale. L'avenir semble prometteur. Il y a maintenant une vingtaine d'industries qui comptent s'établir à Cornwall, qui, il y a quelques années, étaient abandonnées par l'industrie. Les programmes du ministère varient de région en région, mais ils ont tous ceci en commun. Réhabiliter les régions défavorisées du Canada en stimulant la productivité et l'embauche, ce qui tend à réduire le mouvement migratoire vers les grandes villes. Il n'est certes pas facile de modifier la croissance urbaine. Nous avons vu 4 approches différentes au Canada. Premièrement, des programmes de croissance contrôlée pour des régions comme celle de Toronto. Deuxièmement, des programmes régionaux de développement économique. Troisièmement, le contrôle gouvernemental de l'utilisation des terrains comme en Colombie-Britannique.
Et quatrièmement, la propriété publique des terres dans les régions urbaines et rurales. De telles initiatives vont contribuer à réaliser un meilleur équilibre quant à la distribution de la population au Canada. Aussi, le développement planifié des communautés sera assuré et les meilleures terres seront réservées pour l'exploitation agricole.